Approchez. Non, mais approchez vraiment, parce que il faudrait que je vous fasse un aveu. Alors voilà, longtemps, je n'ai pas touché à la littérature contemporaine. C'était même une revendication de ma part, hein, ce côté « Oh, bah de toute façon, on n'aura jamais assez d'une vie pour lire tous les classiques qu'on a dans notre bibliothèque, alors pourquoi aller s'embarrasser avec les auteurs vivants ?» Longtemps, j'ai tenu ce discours, et longtemps, donc, je m'en suis trouvée bête. Bête parce que tenir ce discours-là, c'est ne pas comprendre que c'est le temps, le passage du temps, qui convoque un auteur soit en terre de renommée, soit en terre d'oubli. Et puis, il y a des auteurs qui feraient presque la nique au temps, et qui s'imposent. En quelques pages, en quelques phrases, oui, ça peut arriver. Et ces auteurs-là, aussi rares soient-ils, sont parvenus à me détromper. Et pour cela, je les reçois, et je leur donne ma préférence. Mon invité d'aujourd'hui m'a détrompé à 2 reprises. Il m'a détrompé une première fois en 2015, lorsqu'apparut aux éditions Rivage son premier roman, Le Voyage d'Octavio. Et puis il m'a encore détrompé une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps, plus précisément le 16 août 2017, lorsqu'apparut toujours aux éditions Rivage son deuxième roman, Sucre Noir. Alors, il est temps à présent pour moi de saluer et de vous présenter notre invité. Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation dans le Johara Book Club à l'occasion, je le disais, de la parution de votre deuxième roman aux éditions Rivage. Bon, alors on va assumer le caractère un peu promotionnel de la vidéo en parlant surtout de Sucre Noir, mais je voudrais aussi qu'on parle un petit peu du voyage d'Octavio que j'avais tant aimé. Et ce sera pas tout à fait gratuit parce qu'à mon sens, on peut vraiment établir des liens et esthétiques et thématiques entre ces 2 romans. Et comme ça va nous permettre de voir ensemble comment dessiner les contours de ce que je perçois déjà comme un art poétique très singulier et très fort. Alors ça, c'était pour la minute cirage de pont. on va pouvoir commencer. Le premier point commun que je constate entre vos 2 romans, c'est la constitution de leur premier chapitre. C'est-à-dire que ce sont des chapitres qui préfigurent le reste du récit. Si c'était intégré à un recueil de nouvelles, Absolument, bravo. ça pourrait marcher aussi. Oui. D'ailleurs, vous avez écrit sous un format nouvelle Oui. avant de vous lancer dans le roman, si je ne m'abuse. Exactement, oui, moi j'ai commencé avec les nouvelles, si bien que je me souviens avec grand plaisir qu'il y avait un site internet qui s'appelait bonnenouvelle.com dans lequel il recensait un peu la liste de tous les concours de nouvelles en France. Moi, comme j'ai eu une enfance très désordonnée en vivant dans plusieurs pays dans le monde, j'avais toujours une forme de fascination envers la France. Et donc je regardais ce site de nouvelles et il y avait souvent 3 contraintes. Une date, un thème et un nombre de pages. Et avec fascination, méthode, discipline, presque avec obsession, j'ai lancé des centaines de nouvelles dans tous les concours de nouvelles. J'en ai perdu l'immense majorité, mais ça me permettait d'avoir le bras chaud, de savoir comment constituer une structure narrative, comment donner de l'épaisseur à un personnage, comment créer une chute, comment donner à une scène un peu de relief, comme ça, comment faire un squelette romanesque pour en 5 pages pouvoir raconter quelque chose. Et donc je pense que je suis venu de la nouvelle. Julio Cortázar disait si bien la différence entre la nouvelle et le roman, en faisant l'analogie avec la boxe. Il disait la nouvelle gagne par KO, le roman gagne par points. Eh bien, même spectacle sans doute pendant l'écriture. C'est-à-dire que pendant l'écriture, tu es dans une forme de chaos, de knock-out à l'intérieur de la nouvelle dans laquelle tu dois créer ton personnage, il faut qu'il soit rapide, dessiné avec quelques coups de pinceau et pas plus. Cependant, dans le roman, tu as besoin de prendre le temps de diluer tes couleurs, de faire ta palette, de créer un éventail et tout à coup, devant ta toile, de travailler des personnages qui sont secondaires, un paysage au loin, une brume comme ça, un filet de nuages qui s'éloigne et qui donne alors une forme de perspective avec un paysage, un lieu comme ça. Et alors tout à coup, tu es dans cette espèce de travail de contemplation. Donc en fait, l'apprivoisement du format romanesque, c'est fait de manière très progressive. Absolument. Et de manière plus naturelle, oui. Pour en arriver au voyage d'Octavio. C'est exactement ça, d'une manière, comme tu dis, très naturelle et de nouvelle par nouvelle, si bien que chaque chapitre, tu peux peut-être les découper et en faire des sortes de cercles comme les maillons d'une grande chaîne qui s'encastrent, comme ça, s'enchaînent, s'enchevêtrent les uns après les autres pour créer une chaîne qui, elle aussi, est circulaire. Donc ces premiers chapitres, et j'aime beaucoup la façon dont tu le dis, et bravo, parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à voir cette structure-là,
en effet, commencent les 2 livres par une nouvelle, qui sont d'ailleurs des nouvelles qui ont été écrites bien avant l'écriture du corps du texte. L'histoire du bateau qui est sur la canopée de Henry Morgan avec son équipage de pirates, c'est écrit, je crois, quand j'avais 16 ou 17 ans. Puis après, c'est quelque chose que j'ai repris quand j'étais à la fac. Une nouvelle dans laquelle j'aimais l'idée de pouvoir croiser le monde du naufrage avec le monde de la forêt. Même spectacle pour El Limonero del Señor de André Eloy Blanco, qui est le travail justement du citronnier du Seigneur. C'est une nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps. Et puis après, quand j'ai voulu écrire le livre, je me suis assis, j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, avec quelle mélasse, avec quel ciment, avec quel trait d'union, je vais pouvoir coller cette première nouvelle et après le corps du texte. Et là, alors viennent des astuces et les ruses d'écriture que, si tu veux, on pourra parler un peu plus tard. Mais après, c'est de la couture, c'est de l'orfèvrerie. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne plus précisément sur le premier chapitre de Sucre Noir. Je me permets de lire ta première phrase. On est passé du vouvoiement au tutoiement, c'est formidable. Je suis désolé. Non, mais c'est mieux comme ça. Alors je me permets de la lire, cette première phrase. Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. Pour que les gens comprennent bien quel est le point de départ de Sucre Noir, où est-on précisément? Où se situe ce navire? Et est-ce que tu peux expliquer plus précisément que tu ne l'as déjà fait un petit peu, à qui il appartient? Eh bien, le navire appartient au capitaine Henry Morgan, qui est un pirate, corsaire, flibustier, boucanier, un gueux de mer, ce qu'on appelait les frères de la côte, écossais, britannique, et qui aussitôt se retrouve comme ça sur la canopée d'une forêt qui est sans doute une forêt tropicale, mais je crois qu'il y a là même des libertés poétiques, parce qu'on trouve un manguier et après on trouve une mangrove. Et il n'y a pas de manguier dans les mangroves. Mais qu'importe, on en avait parlé en effet avec l'éditrice et avec quelques amis, elle m'avait dit, est-ce que tu veux garder le manguier ou est-ce que tu veux garder la mangrove? Il y a un des deux qu'il faut garder. Et j'aurais dit, mais Les qu'importe. deux, mon capitaine Morgan. Ben, exactement. Je m'étais dit, eh bien, voilà, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Donc, imaginons ce manguier qui est dans la mangrove. De toute façon, comment un équipage de pirates pourrait survivre sur une canopée? On est déjà dans l'irréalité, on est déjà dans le rêve, on est déjà dans une forme de réalisme magique, donc autant y aller jusqu'au bout. Et cette survivance, ça va pas durer très longtemps, c'est ce que tu expliques dans le premier chapitre. Exactement. En effet, les pirates vont être là, l'équipage va essayer comme il peut de survivre en vidant le navire, en habillant la forêt de toutes les choses qui sont à l'intérieur du navire, jusqu'au moment où, bien entendu, eh bien, on a envie de jeter le trésor, le capitaine ne le veut pas, une mutinerie, et puis alors une catastrophe va se faire. Encore une fois, c'est une première nouvelle que moi j'avais écrite, mais il me fallait, à un moment ou à un autre, que ce navire tombe pour que le trésor reste enfoui quelque part là, dans le ventre des Caraïbes, et pour pouvoir après constituer le reste du corps du texte. C'était juste de la ruse. Et donc tu instaures une ellipse de 3 siècles entre le premier et le deuxième chapitre, et on découvre qu'au bout de ces 3 siècles, un village s'est installé là où le navire avait sombré. Absolument. Et dans ce village, nous faisons plus particulièrement la connaissance d'une famille, la famille Otero. Alors j'ai une petite question avant de rentrer plus précisément dans la vie de cette famille. Comme je te le disais avant de commencer l'entretien, mon espagnol est un peu rouillé, et j'ai peine à croire que tu donnes des noms hasardeux ou des prénoms hasardeux à tes personnages. Est-ce que Otero en espagnol, ça a une signification particulière? Alors non, tu ne vas pas en croire, bien entendu, mais figure-toi que Otero, c'est tout simplement le nom de famille de mon oncle. Donc, c'est-à-dire que ma tante, qui s'appelle Borjas, donc du côté de ma mère, s'est mariée avec Luis Otero, que tout le monde appelait Mané. Et après, lui, de son côté, il a eu toute la famille Otero. Et moi, j'ai toujours trouvé beau le nom d'Otero. Et il est, voilà, je trouve qu'il est rond comme ça, qu'il a une forme de sublimité, comme une mangue ou comme une goyave. Et alors, je m'étais dit que mon premier personnage devait s'appeler Otero. Mais ce n'est qu'un clin d'œil. Ouais, hommage plutôt que choix Exactement. symbolique. Alors moi j'avais fait des petites recherches quand même, j'arrivais pas tout à fait à l'aveugle, et j'ai trouvé que dans certains textes, Otero pouvait signifier la colline. Ah, bravo. Et ça m'intéressait un peu, et je comptais là-dessus pour t'emmener sur une piste Je suis sincèrement désolé. Tu vois, mais je vais le faire quand même. Oui, absolument. Moi, je suis très curieux. Je suis curieux de voir ça. Alors oui, parce que ce qui est frappant dans ton roman, c'est que tu instaures très vite un rapport presque charnel entre les personnages et la terre qu'ils habitent. Absolument. Et qu'ils exploitent. Et ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard en parlant de ce personnage de vieille femme qui se rend annuellement dans la maison de la famille Otero. Alors, cette maison, contrairement à tout ce qu'on peut trouver dans le navire naufragé du capitaine Morgan, c'est pas un trésor, hein, tu le dis.
façade laide, volets décrépits, c'est pas terrible, mais par contre c'est une maison singulière en ce que on n'a pas le droit d'accéder à l'une de ses pièces, sauf une fois par an, où la vieille femme dont je viens de parler s'y rend. Pourquoi faire? Alors, elle s'y rend en effet pour pleurer son mari mort, ou du moins c'est ce qu'elle dit. Et cette idée d'une petite vieille qui a un seau à la main, qui sent le vin de cannelle et qui a quelques chandelles, un peu de cire comme ça dans sa main, et qui régulièrement vient dans la maison pour s'enfermer dans une chambre du fond, c'était deux choses. D'un côté, on pourra en parler plus tard, une anecdote qu'on m'avait racontée, et je me suis rendu compte à quel point ça pourrait justement filer le texte, et aussi une sorte de leitmotiv qui me permettrait de faire des coupures à l'intérieur du roman. C'est-à-dire que non, ton livre, bien entendu, que tu vas devoir l'étirer le plus possible avec tes personnages, tu as normalement un plan détaillé quand tu es en train d'écrire, mais il te faut, de temps en temps, une forme de leitmotiv. Dans les films, ça peut être une musique, ou ça peut être un objet sur lequel on revient régulièrement, ça peut être des tonalités de couleurs, que sans cesse tu es en train comme ça de refaire appel à des tonalités de couleurs, pour permettre alors au lecteur d'avoir des références, d'avoir des repères, de pouvoir se reposer dans l'imagination mentalement au milieu de ta lecture et sentir alors que ce personnage, il est familier avec ce personnage, qu'il comprend le personnage. Ce personnage est simple, n'a pas de couleur, ne parle pas. Et alors à chaque fois qu'elle apparaît, ça permet de faire un repos, une forme de respiration à l'intérieur du texte. Et je m'étais dit alors que ce serait beau de pouvoir parsemer, clairsemer comme ça le texte avec le personnage de la petite vieille. Et dans ton roman, il y a plusieurs sortes de leitmotivs d'ailleurs. Il y a les leitmotivs personnages, les leitmotivs mots et les leitmotivs objets. Et c'est d'ailleurs pas si simple que ce que tu es en train de me raconter, c'est faux. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et j'aurais voulu revenir sur le portrait physique que tu proposes de cette vieille femme. Son front, écris-tu, était barré d'une mèche de cheveux gris qui, avec le temps, avait pris la couleur jaune des effilochures de maïs. Là encore, presque une assimilation du corps de tes personnages à la matière exploitée. On sent que ça va vraiment être un enjeu cardinal que celui du rapport viscéral à la terre et à ses ressources. Tu es une femme très intelligente, très observatrice, c'est bravo. Et figure-toi, et si tu veux vraiment qu'on parle cuisine, qu'on parle boutique... Ah bah nous, ça nous parle beaucoup dans cette chaîne, on a un programme littéraro-culinaire, on te réinvitera si tu veux. T'as des spécialités culinaires ou pas? Le maïs essentiellement, avec les petites vieilles. Écoute, tu viendras nous faire un truc à base de maïs, ce serait super. J'ai observé pendant l'écriture qu'il faut que tu accordes tes métaphores à l'intérieur d'un roman. Pour tout te dire, dans le premier livre, Le voyage d'Octavio, il y avait une phrase, j'avais écrit « Le soleil faiblissait, virgule, sans faire de bruit ». Mon éditrice m'avait souligné, alors sans faire de bruit, elle m'avait dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai dit « Ouais, non, le soleil faiblissait sans faire de bruit ». Elle me dit « Oui, mais le soleil, quand il faiblit, ne fait pas de bruit ». J'ai dit « Je sais, mais c'est une métaphore, c'est une comparaison, une expression, une licence poétique que je suis en train de me permettre pour ça. » Elle me dit « Oui, mais si ton personnage était sourd-muet, alors on serait dans le champ lexical du monde du bruit, et donc toutes les métaphores du texte, tu pourrais les accorder en fonction de ça. Or, ton personnage est un alphabète, est un illettré. Alors, toutes les métaphores que tu vas utiliser dans le texte doivent être à l'intérieur de l'éventail de l'imaginaire collectif de l'écriture et de la lecture. Le soleil faiblissait et s'assombrissait comme un buvard. Le soleil faiblissait et devenait de l'encre comme ça, bleu comme du pétrole ou quelque chose comme ça. Mais alors aussitôt tu dois utiliser, c'est accorder toutes tes métaphores pour qu'il n'y ait pas à l'intérieur des épines, des ronces, des mauvaises herbes dans ton bouquet qui est plein de fleurs. Et tu as désherbé sur cette phrase-là? J'ai désherbé énormément, si bien que lorsque j'écrivais Sucre Noir et que tout à coup mon personnage était par exemple laid, il ne pouvait pas être laid comme un chien ou laid comme une chaise. Aussitôt je me suis dit, il faut que j'accorde mes métaphores. Alors il fallait qu'il soit laid comme une barrique, ou laid comme un fût de chêne, comme ça, ou laid comme la mélasse qui reste au fond d'une cuve. Mais fatalement, il fallait que je reste à l'intérieur de cet imaginaire pour ne pas justement déborder dans le jeu de couleurs que j'avais choisi. Et ça, c'est vraiment, je crois, de l'écriture pure. C'est-à-dire que ça m'embête presque quand je lis des romans et que je me rends compte que, justement, un auteur n'a pas soigné ces métaphores. Et ce n'est pas juste avoir l'orgueil de sentir à l'intérieur de ta bouche des belles phrases qui sonnent bien, et alors tu vas les caler avec une sorte de pied de biche à l'intérieur de ton texte, juste pour avoir comme ça une belle tulipe au milieu de ton paragraphe. Non, la belle tulipe n'a rien à faire dans un bouquet de roses. Aussitôt, il faut justement savoir l'extraire, avoir l'intelligence de l'extraire. Je ne sais plus, je crois que c'est Stephen King qui disait « You have to kill your ladies ». Il faut savoir tuer ses maîtresses.
en écriture, bien entendu. Il faut savoir justement les belles phrases que tu as quelque part, que tout le monde a envie de les caler, eh bien, et l'intelligence, l'humilité, la modestie, de les mettre de côté, parce que parfois une phrase plus simple, comme une forme de béquille de phrase, peut permettre au texte d'avoir beaucoup plus d'ampleur, plus d'armature. Mais je suis contente justement que tu fasses référence à ces images de la barrique, du feu, parce qu'en effet, l'analogie intéressante, elle se situe pas tant entre le portrait des personnages et la terre qu'entre le portrait des personnages et le rhum, entre le sucre, qui sont vraiment les deux leitmotivs objets dont on parlait tout à l'heure. Et il y a une phrase moi, qui m'a beaucoup plu, qui intervient dans le portrait de la jeune Serena Otero, qui, nous allons le découvrir, est l'un des personnages principaux de ton roman. La jeune Serena découvre qu'elle peut communiquer des messages à la radio. Elle prend un pseudonyme, le pseudonyme de Maria Dolores, et voici l'annonce qu'elle poste à la radio. « J'ai noyé mon cœur dans un tonneau de rhum, récompense à qui viendra le boire. » Alors midinette, c'est un peu New Generation que Serena Otero, quoique je suis méchante parce que elle est un petit peu plus fine que cela. Elle lit beaucoup, elle a un travail minutieux d'herboriste, si je me souviens bien. Bon, c'est pas tant une midinette, c'est une néo-Emma Bovary, ça te convient? Absolument, c'est une néo... bravo, c'est une néo-Emma Bovary, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je n'ai vraiment rien inventé pour le personnage de Serena Otero. On la retrouve dans toute la tradition du roman français du 19e siècle, avec ces femmes comme ça, qui ne sont plus, comme par exemple Candelaria Otero, c'est-à-dire la femme d'hier, qui elle, hélas... Qui est la mère, pardon, de Serena. Qui est la mère, en effet, et qui est dans le long héritage de, malheureusement, les femmes qui ont été effacées derrière leur mari, effacées derrière leur maison, effacées derrière leur cuisine, et qui sont passées comme ça dans les siècles comme une ombre, à qui on n'a vraiment pas porté leur attention. Au contraire, Emma Bovary, comme Serena Otero et comme tant d'autres, que ce soit Thérèse Raquin ou tant d'autres, sont tout à coup ces femmes qui, avec le menton dans le paume de la main, regardent par la fenêtre et se disent « Eh bien, il est possible d'avoir d'autres horizons, il est possible d'avoir des conquêtes, il est possible d'aller vers des Don Quichoteries, il est possible tout à coup de commencer à étudier la musique, étudier la fiscalité, écrire, peindre. » C'est Emily Dickinson, tu vois, qui dans sa chambre comme ça, à l'étage, arrive tout à coup à écrire sans doute le plus beau vers de la littérature. Mais personne ne le lira, parce que c'est une femme de son siècle, et que c'est un siècle d'hommes. Et du coup, j'aimais cette idée de pouvoir présenter Serena Otero, qui tout à coup, elle, se rend compte qu'elle peut passer des annonces dans la radio, qu'elle peut parler au monde dans l'immobilité de son village, et voit alors comment le monde peut lui répondre. Et bien entendu, eh bien, il y a ce jeu, si tu veux, un petit peu de faire le croisement entre la réalité et la magie, puisque moi je viens de l'Amérique latine, qui sont justement des paysages dans lesquels il y a facilement tu peux être beaucoup plus proche du mysticisme comme ça, des choses qui sont un peu invisibles, des forces impalpables. Et alors je m'étais dit, comme c'est beau de pouvoir imaginer une femme qui tout à coup noie son cœur dans un tonneau de rhum et qui donnera ce cœur à l'homme qui aura la force de venir le boire. Alors tu viens de parler de forces impalpables, et ce sont peut-être elles qui mettent sur le chemin de Serena Otero un homme qui nous est encore inconnu. Et ce que je te propose, Miguel, c'est qu'on en parle dans la seconde partie de cet entretien. Absolument.